Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 20 mars 2026 et notre cher ami, notre frère, l'ambassadeur Chas Freeman est avec nous. Bon retour parmi nous, monsieur l'ambassadeur. Merci, je suis très heureux d'être ici avec toi, Nima. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui est un jour très spécial pour les musulmans et pour les Iraniens. Vous savez, pour les musulmans, c'est l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du Ramadan. Et pour les Iraniens, c'est le Nouvel An, ce qu'ils appellent le Nowruz. Oui, exactement. Je tiens donc à féliciter tous nos auditeurs musulmans et iraniens, car c'est un jour particulier pour eux tous. Eid Mubarak. Oui, Eid Mubarak. Exactement. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de commencer par la situation actuelle dans la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Hier, Benjamin Netanyahou a enfin tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a évoqué la possibilité d'envoyer des forces terrestres dans le conflit. Cela fait suite à la nouvelle escalade après l'attaque israélienne contre la raffinerie de gaz de South Pass, puis à la riposte iranienne visant l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et Haïfa. Et voici ce que Netanyahou a déclaré à propos des forces terrestres. Exploiter ces conditions à un certain moment. On dit souvent qu'on ne peut pas gagner, qu'on ne peut pas faire de révolution depuis les airs. C'est vrai. On ne peut pas le faire uniquement depuis les airs. On peut faire beaucoup de choses depuis les airs, et c'est ce que nous faisons, mais il faut aussi une composante terrestre. Il existe de nombreuses possibilités pour cette composante terrestre, et je me permettrai de ne pas toutes les partager avec vous. Nous nous dirigeons vers de nouveaux cycles d'escalade. Eh bien, je pense que ce que nous entendons, c'est une reconnaissance de la part du Premier ministre Netanyahou que son opération de changement de régime a échoué. En réalité, Israël, contrairement aux États-Unis, qui se sont concentrés sur le changement de régime, veut faire s'effondrer l'État iranien, pas seulement le régime. Et je ne pense pas qu'il ait. Il dit qu'il a des options, et je suis sûr qu'il a des idées en tête, mais je ne crois pas qu'elles aient plus de chances de réussir que l'approche adoptée jusqu'à présent. En ce qui concerne l'utilisation de forces terrestres, nous savons qu'il y a des marines américains en route depuis la côte Pacifique vers l'Iran. Il y a beaucoup de spéculations à propos de l'île de Karg, mais je ne pense pas que ce soit une cible réalisable. Elle est trop éloignée dans le Golfe, au-delà du détroit d'Ormuz. On parle aussi d'une possible attaque sur la rive nord du détroit d'Ormuz, qui est fortement défendue par les forces iraniennes retranchées là depuis une vingtaine d'années. Un barrage d'artillerie est en cours, apparemment destiné à préparer cette option. Autrement dit, de lourdes bombes pénétrantes sont larguées de ce côté du détroit d'Ormuz, sur des positions iraniennes ou présumées telles. Mais je pense qu'en réalité, l'utilisation la plus probable des marines concernerait les îles Tunb mineures, disputées entre les Émirats arabes unis et l'Iran. Le Shah, souvenez-vous de lui, lorsqu'il dirigeait l'Iran et que les Émirats arabes unis ont obtenu leur indépendance du Royaume-Uni, s'est emparé de ces îles. Ils étaient en conflit depuis un certain temps. Il les a pris pour l'Iran. Je soupçonne donc qu'il y a, à Washington et aux Émirats arabes unis, des stratèges qui imaginent que si les marines prenaient ces îles et les rendaient aux Émirats, cela plairait à ces derniers et renforcerait cette relation. Elles sont essentiellement défendables si les Émirats soutiennent leur défense. C'est donc la seule option que je vois pour l'utilisation des marines américains qui pourrait avoir un certain sens stratégique. Je soupçonne que l'Iran est conscient de cette possibilité. Je ne sais pas comment il y répondrait. En ce qui concerne Israël, il n'a ni les effectifs,
ni la capacité de transporter des troupes vers l'Iran. Donc, évidemment, nous parlons probablement de l'utilisation d'une force comme les Moudjahidines du peuple ou les Kurdes. Mais je pense que les Kurdes ont déjà clairement indiqué qu'ils ne participeraient pas à cela, car c'est une cause perdue. Ils doivent vivre avec tous les autres en Iran, ou dans le cas des Kurdes iraniens exilés dans la région kurde d'Irak, ils savent qu'ils ne seraient pas les bienvenus s'ils échouaient. Je ne pense donc pas qu'il y ait de bonnes options pour Israël ou les États-Unis sur le terrain, ce qui laisse la guerre aérienne, et celle-ci devient incontrôlable. Lorsque Israël a bombardé le champ gazier de South Pars, il a clairement coordonné son action avec les États-Unis. Il est impossible de mener une guerre aérienne avec deux forces aériennes sans une telle coordination. Mais en plus de cela, nous avons d'autres indices montrant que la coordination a bien eu lieu. Donald Trump, tout comme Benjamin Netanyahou désormais, nie qu'il y ait eu coordination. Netanyahou a déclaré qu'il avait agi de son propre chef. Mais ce fut un désastre, car cela a entraîné des représailles de la part de l'Iran, comme celui-ci l'avait juré, contre les Arabes du Golfe et les installations de stockage de pétrole en Israël. La raffinerie de Haïfa, apparemment, a été gravement endommagée. En Israël, nous savons que le Koweït a été durement touché la nuit dernière, et le ministre de l'Énergie du Qatar a déclaré qu'il faudrait de 3 à 5 ans pour rétablir la production de gaz supprimée à la suite des dommages subis par les installations qataries. Les Émirats arabes unis sont également sous attaque. Les Arabes du Golfe se trouvent dans une position très difficile, et il faut ici se référer aux conditions posées par l'Iran pour mettre fin à la guerre. En gros, les conditions américaines impliquent un changement de régime. Les conditions israéliennes vont encore plus loin et exigent l'effondrement de l'État iranien, ce qui est hautement improbable dans n'importe quelle circonstance. Quant aux conditions iraniennes, elles portent sur des réparations pour les énormes dégâts causés à l'Iran par ces attaques, le retrait des bases américaines du Golfe et une forme de garantie contre toute nouvelle agression d'Israël. Or, la partie la plus difficile de tout cela, à mon avis, est que les réparations ne peuvent pas être versées. Il n'y aurait aucune base politique permettant à Trump d'organiser cela aux États-Unis. Donc, tout dépend de savoir si les Arabes du Golfe vont bouger ou non. Et pour le moment, ils ont très peur. Ils ne réfléchissent pas de manière rationnelle. Ils pensent qu'ils n'ont d'autre choix que de se tourner à nouveau vers les États-Unis. Mais ce n'est pas une réponse à leurs problèmes à long terme, car l'Iran peut les détruire, en tout ou en partie, à sa guise. Et les États-Unis ne peuvent rien faire pour empêcher cela. Il y a donc maintenant une nouvelle vente d'armes des États-Unis au Golfe. Apparemment, les Arabes du Golfe ont vendu beaucoup d'or pour la financer, et c'est pourquoi le prix de l'or a temporairement baissé. C'est donc une situation très paniquée de leur point de vue, et une vente d'armes maintenant ne se traduira par la livraison de quoi que ce soit que dans plusieurs années. Ainsi, les ventes et les livraisons d'armes peuvent avoir lieu sans base américaine sur leur territoire. Et je soupçonne fortement que c'est là que tout cela va aboutir, que l'Iran obtiendra au moins cette partie de son programme. Il est trop tôt pour le dire, mais cette guerre va durer encore un bon moment. Je veux simplement faire une dernière remarque. Je pense qu'une fois de plus, nous voyons que les marchés financiers, comme le marché boursier américain, sont crédules. Ils interprètent mal les situations. Quand Donald Trump ou Benjamin Netanyahou déclarent « Eh bien, vous savez, nous gagnons et nous allons résoudre ce problème », ils ne comprennent pas que ce n'est pas vrai. Et nous voyons donc des fluctuations extrêmes sur le marché boursier, fondées sur un optimisme mal placé,
selon lequel la guerre se terminera bientôt. Elle ne se terminera pas de sitôt. L'Iran n'a pas miné le détroit d'Ormuz. Il a mis en place un péage comme sur une autoroute. Tu paies. Si tu n'es pas mon ennemi, je te laisse passer. Si tu es mon ennemi ou allié à mon ennemi, je ne te laisse pas passer. L'Iran gère donc désormais une route à péage et il n'a pas l'intention d'arrêter. En fait, il a déjà atteint l'un de ses objectifs de longue date, puisque les États-Unis ont suspendu les sanctions sur les exportations de pétrole iranien. Ce que nous avions apparemment refusé de faire lors des négociations avec l'Iran. L'Iran a donc marqué un point, et nous ne sommes même pas à un mois de cette guerre. Je pense qu'elle va durer encore longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait des avancées, non seulement du côté iranien, mais aussi du nôtre. Monsieur l'ambassadeur, ce n'est pas la première fois que Donald Trump affirme ne pas être au courant d'une attaque. Vous savez, cela s'est déjà produit lors de l'attaque israélienne contre Doha. Il avait déclaré ne pas en avoir connaissance. Et maintenant, il rejoue le même scénario, en se coordonnant en coulisses avec Netanyahou pour lui raconter la même histoire. Quand on observe ces États arabes, on a l'impression qu'ils ne croient pas ce que dit Donald Trump, mais qu'ils n'ont pas le droit de le montrer. Ils sont complètement déconcertés. Ils ne savent pas comment réagir. Hier, nous avions le ministre des Affaires étrangères du Qatar aux côtés de celui de la Turquie. Il a dit « Nous savons tous qui a commencé cela et qui essaye de faire cela à notre région. » Mais il n'a pas mentionné le nom d'Israël. Il a même peur de prononcer le mot Israël. Eh bien, je pense qu'ils essayent comme d'habitude de ménager la chèvre et le chou. D'un côté, ils savent très bien qui a déclenché tout cela. Israël et les États-Unis sont les acteurs ici. Le ministre turc des Affaires étrangères, d'ailleurs, a été très clair à ce sujet, bien plus clair que les Arabes du Golfe. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'aliéner Donald Trump. Pour le moment, ils n'ont pas de stratégie pour sortir de cette guerre. Et, comme je l'ai dit plus tôt, ils s'accrochent donc à Donald Trump et aux États-Unis. Combien de temps ils pourront continuer ainsi est une vraie question, car de réels dommages sont infligés à leur économie et à leurs moyens de subsistance. Ces États dépendent du recyclage de la largesse vers la population. En d'autres termes, ils payent essentiellement la population pour qu'elle reste loyale. Et nous avons vu cela, bien sûr, après les soi-disant soulèvements arabes ou le printemps arabe, lorsque les prestations sociales ont été augmentées dans toute la région afin de maintenir la loyauté des citoyens, l'Arabie saoudite dans un cas, d'autres dans le leur, et d'éviter toute rébellion. Mais si vous n'avez pas de revenus provenant du pétrole ou du gaz, comment faites-vous? Ces pays ont des citoyens qui se sont habitués à un niveau de vie très élevé, à une existence très facile, car lorsqu'on frappe le sol, du pétrole ou du gaz en jaillit. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et bien sûr, il existe des différences entre les 5 petits Émirats, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis et Oman. Eh bien, Oman se distingue des autres en ce qu'il ne dispose pas d'une abondance exceptionnelle de pétrole et de gaz, ce qui signifie que les Omanais doivent travailler, et ils le font. Ailleurs, les gens ne travaillent pas. Ils vivent des revenus du pétrole et du gaz, et ils font venir des travailleurs étrangers, aujourd'hui principalement d'Asie du Sud, Inde, Pakistan, Sri Lanka et Bangladesh, pour faire le travail qu'ils ne veulent pas faire eux-mêmes. Eh bien, comment les paieraient-ils s'ils n'avaient pas ces revenus? Et les gens d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh et du Sri Lanka veulent-ils se retrouver dans une zone de tir? Je ne le pense pas. Il y a donc des dilemmes auxquels ils vont devoir faire face, et je les plains. Lorsqu'ils ont accepté la présence de forces américaines sur leur territoire,
Ils n'avaient aucune idée qu'ils invitaient ainsi ce genre de dommages et de destruction de la part de l'Iran. En ce moment, ils sont très hostiles à l'Iran, mais il existe un proverbe arabe « Embrasse la main que tu ne peux mordre ». Je pense qu'au final, ils devront trouver une base pour une coexistence pacifique avec l'Iran, et cela n'impliquera pas une alliance avec les États-Unis. Ce qui signifie une nouvelle structure, une nouvelle architecture de sécurité pour la région, pour l'Asie de l'Ouest, dans laquelle l'Iran, avec la Turquie, le Pakistan, et je dirais même tous ces États arabes, pourraient se réunir afin de parvenir à une certaine forme d'entente concernant la région. Eh bien, plusieurs propositions ont été faites, l'une par les Chinois, et je pense que les Russes y ont également participé. L'Iran a certainement présenté des propositions pour un dispositif de sécurité coopératif dans le Golfe, fondé sur l'élimination de la présence militaire américaine, considérée à juste titre comme hostile aux intérêts iraniens. C'est une possibilité. Vous savez, par exemple, l'une des grandes lignes de fracture dans le Golfe a toujours été entre le chiisme et l'islam sunnite. Mais au fond, tout comme les catholiques et les protestants ont des points communs au sein du christianisme et peuvent agir ensemble, les musulmans le peuvent aussi. Il existe une base pour mettre de côté ou reporter les différends en les réservant pour une résolution ultérieure, ce qui pourrait constituer un fondement à l'émergence d'un tel nouvel ordre. En dehors de cela, vous savez, les Émirats arabes unis, qui ont été pour de nombreuses raisons la force la plus active contre l'Iran dans la région après Israël, pratiquent la realpolitik. Ils font ce qui est nécessaire pour servir leurs intérêts, et ils sont tout à fait capables de décider que la poursuite de leur association avec Israël, à travers leur dépendance envers les États-Unis, ainsi que les accords d'Abraham, n'est pas dans leur intérêt. Il y a donc beaucoup en jeu ici, et je pense que l'Iran montre tous les signes d'une volonté de continuer à subir d'énormes pertes dans sa tentative d'épuiser les États-Unis et Israël. Il semble avoir en grande partie réussi à neutraliser les capacités d'interception de missiles américaines et israéliennes, qui à mon avis ont toujours été largement surestimées. Il utilise désormais le missile Khorramshahr 4, un missile très lourd doté de plusieurs ogives, contre des cibles en Israël. Il est également capable de frapper ailleurs, comme au Koweït, à l'aide de drones. Je ne pense donc pas que nous ayons vu la fin des frappes de représailles iraniennes contre Israël, les États-Unis ou leurs alliés. Monsieur l'ambassadeur, en ce qui concerne les raffineries de pétrole, les raffineries de gaz, tout cela, ce sont des installations très importantes pour la sécurité de la région. Mais d'un autre côté, si l'on commence à attaquer les infrastructures en Iran, l'Iran pourrait frapper les usines de dessalement, ce qui serait considérable. Je dirais, c'est une question de survie pour la région. Les installations de dessalement, non seulement pour les États arabes, mais aussi pour Israël. Selon vous, comment Netanyahou pourrait-il s'en prendre à une forme d'infrastructure en Iran qui risquerait de provoquer une nouvelle escalade, compte tenu de la réaction probable de l'Iran et de la possibilité d'attaque contre les usines de dessalement? Eh bien, les États-Unis ont déjà commis cette erreur. En fait, par inadvertance, je crois, sans avoir réfléchi aux conséquences, ce qui semble être la norme dans cette administration, ils ont attaqué des installations de dessalement sur une île au large de Bandar Abbas. Je pense qu'il y a environ 30 villages sur cette île qui ont été privés de l'eau nécessaire à leur survie. Il existe donc déjà un précédent d'attaque contre des usines de dessalement. Et je sais qu'en Arabie Saoudite, les usines de dessalement d'Al Jubail fournissent, je crois,
environ 70% de l'eau du royaume et que les nappes phréatiques sont en grande partie épuisées. Donc si vous détruisez ces installations, la ville de Riyad, qui compte 6 ou 7 millions d'habitants aujourd'hui, devrait être immédiatement évacuée. Mais évacuée vers où? Il n'y a pas d'eau ailleurs. Vous savez, il y a des usines de dessalement, celles de Yanbu et de Jeddah, mais elles ne sont pas suffisantes pour soutenir une population aussi nombreuse. Donc vous avez raison. En fin de compte, si Israël veut détruire les pays arabes du Golfe en même temps que l'Iran, il peut attaquer les installations de dessalement en Iran, ce qui pousserait les Iraniens à riposter. Israël lui-même dépend fortement des usines de dessalement, bien qu'il ait volé l'eau des territoires palestiniens au détriment des Palestiniens. Donc oui, l'eau est un élément essentiel. Je remarque aussi d'ailleurs qu'il y a de nombreux effets secondaires à cette guerre. L'un des éléments, c'est qu'en plus du fait que l'Iran développe presque certainement des armes nucléaires sous sa nouvelle direction, j'ai aussi entendu dire que Feu Ali Khamenei était le principal opposant à la construction d'un missile balistique intercontinental, un ICBM, capable de frapper les États-Unis. Je pense que sa mort supprime cet obstacle et que les gardiens de la révolution islamique voudront construire une telle arme. Mais vous savez, cela ne s'arrête pas à l'Iran. Si l'Iran devient une puissance nucléaire et construit un ICBM, on peut parier que la Turquie, l'Égypte et l'Arabie saoudite essaieront d'en faire autant. Et s'il n'y a plus de protection assurée par le droit international ou les alliances, eh bien, les Arabes du Golfe sont détruits non pas malgré leurs alliances avec les États-Unis, mais à cause d'elles. Quelles leçons en tirer pour le Japon, la Corée du Sud ou Taïwan? Et donc, je pense que nous sommes sur le point d'assister à une vague de prolifération nucléaire, ce qui rendra le monde encore moins sûr. Autres effets secondaires. La Chine a pris la tête dans les technologies solaires, éoliennes et nucléaires. Elle a également pris la tête dans la technologie des véhicules électriques. C'est extrêmement bénéfique pour la Chine, car désormais tout le monde voudra sécuriser son approvisionnement énergétique en misant sur des ressources renouvelables, comme le soleil, le vent, l'énergie nucléaire et les véhicules électriques. La Chine est donc une grande gagnante de cette situation, même si, à court terme, elle rencontre certaines difficultés et doit procéder à un rationnement de l'énergie. La Russie est une autre grande gagnante, non seulement en raison de la hausse des prix du gaz et du pétrole, mais aussi à cause de la fin effective de tout effort américain visant à interdire ses exportations. Ainsi, la Russie sort également de cette situation avec une Ukraine très affaiblie, car les armes qui auraient pu être fournies à l'Ukraine sont toutes tirées sur l'Iran et ne seront donc pas disponibles. D'autres effets secondaires sont également assez évidents. Comme le disent un nombre croissant de commentateurs en Europe occidentale, cela a détruit l'Alliance atlantique. Tous les pays sollicités par le président Trump, d'un côté, ils disaient « Eh bien, vous savez, nous avons la situation dans le détroit d'Ormuz sous contrôle. Nous avons coulé la marine iranienne, mais nous avons besoin d'aide. Alors envoyez votre marine. » Les Chinois ont simplement ri de cela. Ils n'ont même pas répondu. Mais les alliés américains, du Japon à l'Europe occidentale, ont dit non, et certains ont même dit « certainement pas ». Et Keir Starmer, qui n'est pas connu pour être un dirigeant particulièrement ferme, a déclaré « Écoutez, c'est votre nôtre. » Ce n'est pas nous qui avons commencé, c'est vous. Alors terminez-le. Ainsi, l'alliance que Donald Trump a tenté de traiter comme une agrégation de forces auxiliaires, une sorte de force subordonnée que les États-Unis pouvaient commander à volonté pour renforcer leur propre puissance, cela, c'est fini.
Cette vision, si elle a jamais eu une quelconque validité, n'existe plus. Et donc, une autre conséquence de tout cela sera une accélération des dépenses et de la préparation militaire partout, y compris dans votre propre pays, le Brésil, qui a déjà conclu un accord avec l'Afrique du Sud pour coopérer au développement de nouvelles armes et potentiellement comme partenaire du Japon, alors que le Japon cherche de nouveaux marchés. Je pense donc que nous commençons à peine à voir les implications de cette guerre insensée, et elles sont très graves. Le cas du Japon est très intéressant, car au Parlement, si je ne me trompe pas, la première ministre du Japon s'est vue demander « Pourquoi n'avez-vous pas condamné l'attaque israélienne et américaine contre l'Iran? Vous condamnez, vous parlez de l'Iran. » Elle a répondu « Parce que je vais rencontrer Donald Trump. » C'est honnête, et elle l'a bien rencontré, et il est tellement maladroit. Lorsqu'un journaliste japonais lui a demandé pourquoi le Japon n'avait pas été prévenu à l'avance de la guerre, il a répondu « Eh bien, je pense que vous, les Japonais, en savez long sur les surprises. Souvenez-vous de Pearl Harbor. » Vous savez dire cela devant un allié japonais de droite, est d'une insensibilité incroyable. Mais bien sûr, cela semble être la norme pour notre président. Je pense que le Premier ministre Takeuchi n'était pas très bien préparé à répondre à cela ou à y réagir. Et lorsqu'elle rentrera chez elle, ce qu'elle est sur le point de faire, elle fera face à des critiques au Parlement, à la Diète, pour ne pas avoir réagi efficacement. C'est donc essentiellement une insulte, ou du moins un affront. Je ne sais pas, mais le Japon a un problème sérieux. Je veux dire, le Japon n'a pris aucune véritable décision depuis la fin de la guerre froide, si ce n'est de rester aux côtés des États-Unis, ce qu'il a fait. Cependant, les positions japonaises sur diverses questions ont attisé des tensions avec ses voisins. Le Japon et la Corée du Sud, qui devraient coopérer pour maintenir un équilibre en Asie du Nord-Est, sont en désaccord à propos d'une île, que les Japonais appellent Takeshima et les Coréens Dokdo, que le Japon revendique comme faisant partie de la préfecture de Fukuoka mais qui est occupée par la Corée du Sud. Il existe également des différends entre le Japon et la Chine au sujet des Diaoyudao, ou Senkaku en japonais, un archipel de rochers inhabités situé entre la Chine et Okinawa. Et pour couronner le tout, il existe des différends entre la Russie et le Japon, car ils n'ont jamais signé de traité de paix après la Seconde Guerre mondiale. Les îles Kuril, situées au nord de Hokkaido, la plus septentrionale des principales îles japonaises, sont entre les mains de la Russie, et le Japon continue de contester activement la présence russe. Aucune résolution n'a encore été trouvée. Nous avons également aujourd'hui des tensions liées à la question de Taïwan et à celle des îles Senkaku. Il semble qu'Okinawa soit en train de devenir un nouveau point de discorde. Okinawa, bien sûr, a été prise par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, occupée pendant près de 50 ans, puis rendue à la souveraineté japonaise. Mais elle avait été autrefois un royaume indépendant, entretenant des liens avec la Chine plutôt qu'avec Tokyo. Les choses se délitent donc, et rien de tout cela n'est bon. Nous avons aussi bien sûr ce qui se passe actuellement en Asie occidentale. Il s'avère que le Hezbollah n'a pas disparu comme Israël l'avait imaginé. Il s'est réarmé, il est efficace. Il oppose une résistance solide à une nouvelle invasion israélienne du sud du Liban. Il me semble assez clair, même si je sais que certains Israéliens, ainsi que des personnes que je respecte aux États-Unis et qui sont des experts d'Israël, ne partagent pas mon avis, qu'Israël cherche à annexer le sud du Liban jusqu'au fleuve Litani, voire au-delà,
et pas simplement à établir une zone tampon militaire. Israël vient de bombarder à nouveau la Syrie, prétendument pour protéger les Druzes qu'il espère rallier et placer sous sa protection, mais qui ont un esprit très indépendant et n'ont pas accueilli Israël de cette manière. Et bien sûr, l'Iran a gardé en réserve ses relations avec les Houthis. Les Houthis n'ont pas été actifs, mais ils pourraient le devenir si cette guerre continue de s'intensifier. Pendant ce temps, Israël poursuit un génocide de faible intensité à Gaza et mène des expulsions massives, un nettoyage ethnique, des meurtres et des vols de biens en Cisjordanie. Cette guerre a donc de nombreux fronts. Je pense que le Premier ministre Netanyahou rêve s'il croit qu'Israël peut affronter tous ces fronts à la fois, avec succès, même avec l'aide des États-Unis. Et enfin, je dirais simplement que de plus en plus, je pense que Donald Trump et son entourage ont pris conscience qu'ils ont été manipulés par Netanyahou, que c'est un piège dans lequel il a entraîné les États-Unis. Il ne fait absolument aucun doute que c'est Netanyahou qui voulait cette guerre. Il a dit en substance qu'il avait attendu 35 ou 40 ans pour trouver un président qu'il pourrait convaincre de le faire. Pas beaucoup plus, mais en d'autres termes, le sénateur Chris Van Hollen dit qu'il a attendu 40 ans pour trouver un président assez stupide pour tomber dans son piège, et il a trouvé cette personne en Donald Trump. Donc ce n'est pas... Il y a beaucoup de tensions et de pression dans toutes ces relations, y compris, j'imagine, à l'intérieur de l'Iran. L'Iran a perdu tout un échelon de dirigeants, il en a d'autres. L'Iran est un pays, pas une dictature d'un seul homme ou d'un petit groupe de personnes. Et les Iraniens souffrent. Blâment-ils leur gouvernement? Oui, en partie. Mais je pense qu'ils blâment Israël et les États-Unis. Et qu'est-ce qu'Israël et les États-Unis leur offrent? Rien, sauf l'humiliation et la subjugation. Ce ne sont pas des choses que les Iraniens ordinaires accepteront. Donc c'est un désordre, et à mon avis, cela va empirer avant de s'améliorer. Monsieur l'ambassadeur, vous avez mentionné que la partie sud du Liban est occupée par Israël, ou qu'Israël souhaite l'annexer. Mais nous savons ce qui se passe dans le sud de la Syrie, et c'est important, car Israël dépend énormément des usines de dessalement, environ 75%. Le territoire sous occupation israélienne est également une source d'eau douce, et environ 20 à 25% de l'eau douce de la Syrie se trouve dans cette zone occupée par Israël. Il semble que, depuis longtemps, ils aient une sorte de stratégie à long terme concernant le sud de la Syrie. Ils ne vont pas la rendre au peuple syrien. Ils vont l'occuper et tenter de réduire leur dépendance, ou, disons-le ainsi, de réduire leur dépendance au dessalement, en s'assurant une nouvelle source d'eau douce. Non, je pense qu'ils ont une politique très délibérée consistant à voler l'eau de leurs voisins. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ils se sont appropriés avec succès les eaux souterraines dans les territoires occupés et les ont détournées. Ils n'autorisent pas les Palestiniens à accéder aux puits et aux sources d'eau, des sources qui existent depuis toujours et qui ont été utilisées pendant des générations par les habitants. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'une grande partie de leur approche vis-à-vis de la Syrie et du sud du Liban est liée à l'eau. L'eau est extrêmement importante. Si vous me permettez une digression, j'ai participé aux négociations visant à retirer l'Afrique du Sud de la Namibie, à lui accorder son indépendance et à obtenir le retrait des troupes cubaines d'Angola en contrepartie. En gros, Fidel Castro a réussi à s'emparer de l'approvisionnement en eau destiné à la Namibie, qui se trouvait en Angola. Lorsqu'il a eu ce contrôle, cela a joué un rôle important dans le changement d'opinion en Afrique du Sud quant à leur capacité à continuer de dominer leur colonie namibienne. Finalement, nous sommes parvenus à un accord,
Mais l'un des principaux facteurs a été le contrôle cubain des ressources en eau en Angola pour la Namibie. Ce n'est donc pas une question anodine, c'est un enjeu à long terme, une question stratégique. Et je pense que vous avez tout à fait raison. Israël sait ce qu'il fait à cet égard. Savoir s'il pourra conserver cette eau est une autre question. Savoir si ces usines de dessalement survivront à cette guerre en est une autre. La question de savoir si la population restera dans les abris anti-bombes ou tentera de quitter le pays reste ouverte, car cela ne va pas s'arrêter de sitôt. À un moment donné, les efforts de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou pour convaincre les gens qu'il existe une alternative à la réalité vont échouer. La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à tout le reste. Et la réalité, c'est que tandis qu'un blackout médiatique entoure Israël, la censure militaire israélienne est très efficace et la presse étrangère, à sa honte, respecte cette censure. Israël est bombardé, peut-être pas aussi intensément que l'Iran, mais bombardé tout de même, et des dégâts sont infligés à l'infrastructure israélienne. Cela va continuer et probablement s'intensifier. Monsieur l'ambassadeur, vous avez évoqué la question des sanctions. Nous avons entendu le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, expliquer qu'ils avaient levé les sanctions contre la Russie et qu'un processus similaire était en cours pour l'Iran. Ensuite, ils affirment exercer une pression sur l'Iran en agissant ainsi. D'une certaine manière, tout ce raisonnement semble faussé. C'est incroyable pour quiconque doté d'un esprit logique qui prendrait au sérieux les propos de Scott Bessent. Voici ce qu'il a déclaré. Ils ont déclenché le plan d'urgence au sein de l'administration et au Trésor. Nous avons levé les sanctions sur le pétrole russe. Nous savions qu'il y avait environ 130 millions de barils en mer et nous avons créé une offre au-delà du détroit d'Ormuz. Nous avions donc anticipé cela. Nous savions qu'il pouvait y avoir un point d'étranglement temporaire, et je veux insister sur le mot temporaire à cet endroit. Il y avait 130 millions de barils en stockage flottant. Dans les prochains jours, nous pourrions lever les sanctions sur le pétrole iranien actuellement en mer, environ 140 millions de barils. Donc, selon la manière dont on compte, cela représente entre 10 jours et 2 semaines d'approvisionnement que les Iraniens avaient commencé à écouler. Tout cela serait allé en Chine. En somme, nous utiliserons les barils iraniens contre les Iraniens pour maintenir les prix bas pendant les 10 à 14 prochains jours, le temps de poursuivre cette campagne. Allez-y. Eh bien, il faut comprendre qui est son public. Et comme je l'ai dit, il essaie de manipuler le marché boursier et le climat d'investissement aux États-Unis. Donc il dit 10 à 14 jours, laissant entendre que la guerre sera terminée d'ici là, mais ce ne sera pas le cas. Il laisse aussi entendre que l'Iran perd des revenus en maintenant le prix du pétrole bas. En ce moment, je crois qu'il s'est stabilisé autour de 107 à 110 $ le baril, mais il va remonter. Il est à ce niveau parce que certaines personnes sont assez naïves pour le croire. Je ne pense pas que quiconque, comme vous l'avez dit, qui connaisse réellement l'industrie pétrolière, par opposition au commerce des contrats à terme sur le pétrole ou à l'investissement en bourse, le croit. Je pense qu'il a très peu de crédibilité. Et la théorie qu'il a avancée n'a vraiment aucun sens, surtout parce que, comme je l'ai dit, l'Iran fait office de péage dans le détroit d'Ormuz. Donc, si vous êtes chinois, indien ou turc, vous avez conclu un accord avec l'Iran, vous avez utilisé la diplomatie pour résoudre le problème pétrolier, et vos pétroliers passent. Et si vous êtes l'Iran, vous laissez passer vos propres navires.
Et il semble qu'il y ait des signes indiquant que l'Iran exporte actuellement plus de pétrole qu'il ne l'a jamais fait. Donc je pense que ce raisonnement est... Eh bien, je ne sais pas trop ce que c'est. Cela me fait penser à Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, et cela n'a tout simplement aucun lien avec la réalité. Je dirais aussi que j'ai perçu une légère tonalité, sinon de désespoir, du moins de doute, dans la voix du secrétaire au Trésor. Et je ne suis pas sûr de la crédibilité qu'il conserve, même dans les milieux financiers. J'ai d'ailleurs eu hier soir une discussion avec quelqu'un qui est un analyste très compétent des marchés économiques et financiers, et qui affirmait, ce que je pense être une croyance assez répandue aux États-Unis, qu'en gros, le recours à la force peut résoudre ce problème. Mais l'usage de la force ne peut pas résoudre ce problème. Vous savez, un ouvre-boîte peut ouvrir une boîte, il ne peut pas conduire une voiture. Et les gens s'imaginent très bêtement que la toute-puissante armée américaine peut continuer indéfiniment et résoudre ce problème. Mais non, cela n'arrivera pas. Et s'il devait effectivement y avoir un débarquement de marine sur la rive nord du détroit d'Ormuz, je crains que ce ne soit une répétition de Gallipoli. C'est ce qui ne s'est pas très bien terminé pour les Australiens et les Néo-Zélandais que Winston Churchill avait envoyé contre les Ottomans à cet endroit. En ce qui concerne le budget de la défense des États-Unis, ou le budget de guerre comme il l'appelle, Pete Hegseth l'a formulé ainsi. Il s'élevait à 900 milliards de dollars avant que Donald Trump n'arrive au pouvoir. Ils ont demandé une augmentation de 600 milliards. Et maintenant, après 3 semaines de guerre contre l'Iran, ils réclament encore 200 milliards supplémentaires. Cela va être le double de ce qu'était le budget auparavant. Il semble qu'avec le temps, il ne cesse d'augmenter encore et encore. Comment voyez-vous la manière dont Donald Trump gère la situation aux États-Unis et convainc les gens que cela sera bénéfique si la guerre continue? Ou allons-nous maintenir le conflit au Moyen-Orient aussi longtemps qu'il le faudra? Ils savent que le prix du pétrole ne va pas baisser. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il va rester élevé. Tout le monde parle de 180 dollars. Ah oui. Je le pense, oui. Vous savez, je veux dire, ce prix n'est pas déraisonnable à attendre. Je soupçonne même qu'il est inférieur à ce que nous paierons finalement. Mais non, je pense que le secrétaire à la défense, qui se prend pour un secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, se ridiculise. D'un côté, il dit que nous avons besoin de 200 milliards de dollars supplémentaires pour mener cette guerre. Et dans la phrase suivante, il accuse l'Iran de dépenser trop pour sa défense, en affirmant que l'Iran détourne des fonds du peuple vers son armée. Il qualifie cela de criminel. Mais que fait-il, lui? Il essaie de faire la même chose, non seulement avec 200 milliards pour cette guerre, mais encore 600 milliards supplémentaires, comme vous l'avez dit. Pourquoi? Personne ne le sait. Il n'y a aucune analyse de menace pour le justifier. Et donc, vous savez, je pense que les ennemis que les États-Unis semblent vouloir combattre vont bien au-delà de l'Iran. L'Iran est une puissance moyenne sur le plan militaire, pas très forte sur le plan conventionnel. Il a mis au point une stratégie efficace pour transformer ses faiblesses en atouts, en utilisant avec succès des missiles balistiques et des drones. Mais il ne fait pas le poids face aux forces conventionnelles américaines. Maintenant, nous parlons de combattre la Chine. C'est à cela que servent, je suppose, ces 600 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous avez regardé ce que fait l'Armée populaire de libération, mais à bien des égards, elle nous devance désormais en matière de technologie déployée. Bien sûr, elle n'a aucune expérience de la guerre conventionnelle depuis 1969, lorsqu'elle a attaqué le Vietnam, qui possédait alors la meilleure infanterie du monde, et a découvert que son armée manquait de capacité et devait être réformée.
capability and had to undergo reform. Anyway, there is, as I've mentioned before on your show, Quoi qu'il en soit, comme je l'ai déjà mentionné dans votre émission, et j'invite les auditeurs à vérifier cela, il existe une institution appelée l'Australian Strategic Policy Institute, qui suit désormais 74 domaines de la science et de la technologie afin de déterminer quels pays sont en tête. Il y en avait 64 auparavant, maintenant il y en a 64. Eh bien, le dernier rapport indique que sur ces 74 domaines, la Chine est en tête dans 68. Il en reste 6 où la Chine n'est pas encore en tête, mais l'écart se réduit. Je ne suis pas sûr de la position des États-Unis parmi ces 6. Ce que je sais, c'est qu'aucun pays européen ne figure sur cette liste. Donc nous allons faire la guerre à un pays qui combat sur son propre territoire ou dans des zones immédiatement adjacentes, tandis que nous projetons notre puissance à travers 6, 7, 8 000 milles de l'océan Pacifique. Et nous imaginons d'une manière ou d'une autre que cela se passera différemment de l'attaque contre l'Iran. Je dirais que si les États-Unis, si c'est vraiment le raisonnement que nous, Américains, avons développé, quelqu'un devrait sortir la camisole de force, peut-être l'appeler la camisole du détroit d'Ormuz, et l'enfiler aux sentimentalistes, car tout cela est irrationnel et autodestructeur. Et vous savez, nous sommes apparemment tout à fait capables de nous lancer dans des aventures incroyablement insensées. Le général Kane, président des chefs d'état-major interarmés, désormais général 4 étoiles, aurait averti Donald Trump à plusieurs reprises des difficultés auxquelles l'armée serait confrontée pour éliminer l'Iran. Les États-Unis ont néanmoins décidé d'aller de l'avant. Nous aurions apparemment dit aux Turcs que la guerre serait terminée en 4 jours. Ainsi, Donald Trump s'imaginait une guerre courte et victorieuse, malgré les avertissements de ses conseillers affirmant le contraire. Se produire. Il a également ignoré les avertissements de la communauté du renseignement, selon lesquels le régime iranien n'allait pas s'effondrer et que les assassinats provoquent la colère des populations et les unissent plutôt que de les diviser ou de les rendre plus modérés. On lui a aussi dit que bien qu'il prétende avoir anéanti le programme nucléaire iranien, il ne l'avait pas fait. Et lorsqu'il a déclaré « Je l'ai anéanti, mais je dois l'anéantir à nouveau », cela n'avait aucun sens. Finalement, je pense qu'on lui a dit « Si vous faites cela, l'Iran deviendra une puissance nucléaire. » Et je ne crois pas qu'il les ait crus. Il a cru Netanyahou. Cette guerre a été autorisée par Netanyahou, non par le Congrès américain. Elle est soutenue par le lobby sioniste, non par le peuple américain. Elle est politiquement fatale à Donald Trump, car on peut voir sa propre base, le mouvement MAGA, se fracturer en son centre. Une majorité de ses partisans n'approuve pas cette guerre. Je pense donc que tout cela se déroule dans le contexte d'élections qu'il essaie de faire dérailler, de contrôler ou de fausser en novembre, s'il ne parvient pas à les empêcher. Et je ne pense pas qu'il puisse les empêcher. Mais il fait un réel effort pour s'assurer que les électeurs qui lui sont hostiles ne puissent pas voter. Je crois donc qu'un sentiment de désespoir commence à s'installer. Je ne pense pas que Donald Trump revendique la victoire, mais il n'y a aucun fondement à cette affirmation. Nous avons déclaré avoir détruit 100% des capacités militaires de l'Iran, et pourtant l'Iran continue de tirer sur Israël et sur les Arabes du Golfe. Il y a donc une contradiction évidente entre la réalité et ces affirmations qu'il est impossible de combler. Et je ne pense pas, au final, que le peuple américain, et certainement pas les peuples du monde, se laisseront berner par des mensonges sur ce qui se passe. Ils peuvent voir par eux-mêmes ce qui est en train de se produire. Ambassadeur, nous avons eu la démission de Joe Kent, le directeur du Centre de lutte contre le terrorisme aux États-Unis. Il a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la position de Donald Trump, ni avec celle de l'administration Trump.
You froze. Tu t'es figé un instant, je ne sais pas pourquoi. I don't know why. I can't. On ne peut pas, Nema, You're frozen. you're vain. Il me passe quelque chose de mon côté, I don't think. mais tu es resté fait un mot. You froze for a while. I think something. Yeah. Oui, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Oui, c'était un problème de connexion. Le cas de Joe Kent, Monsieur l'ambassadeur, je parlais de Joe Kent et de sa démission. Il n'est pas d'accord avec Donald Trump sur les politiques liées à cette nouvelle guerre au Moyen-Orient. Il a même eu une interview avec Tucker Carlson hier, où il a exprimé beaucoup de doutes à propos de l'assassinat de Charlie Kirk et sur le fait que Charlie Kirk avait tout fait pour éviter une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Quelle est l'importance de cela? Parce que pendant longtemps, on parlait de Tulsi Gabbard avec Kash Patel. Il semblait qu'ils allaient peut-être faire quelque chose dans l'administration Trump. Mais il s'est avéré que Kash Patel est totalement aligné avec, vous savez, le lobby sioniste. Et Tulsi Gabbard a été en quelque sorte réduite au silence, portée disparue. Oui. Missing in action. No, I have not been an admirer of Joe Kent. Non, je n'ai jamais été un admirateur de Joe Kent, qui a toujours été un fervent défenseur de certaines théories du complot, alimentant le mouvement MAGA. Il a fait preuve d'une loyauté fanatique envers Donald Trump. Cela rend la portée de sa démission d'autant plus importante. Il a du courage politique, pour admettre que le dirigeant qu'il suivait se trompe. Il a déclaré franchement qu'il n'existait aucune preuve d'une menace imminente de l'Iran dans quelque domaine que ce soit. Il était responsable de la lutte antiterroriste, et il semble que l'Iran ne représentait pas de menace active dans ce domaine. Il n'en représentait pas non plus dans le domaine nucléaire, et il l'a dit. Je pense donc qu'il a rendu un service important. Malheureusement, il se distingue parmi les responsables politiques et les fonctionnaires américains par sa volonté de sacrifier sa carrière au nom de la vérité. In his willingness to sacrifice his career for the sake of truth. And I respect him for that. I'm sorry that I misjudged him. Et je le respecte pour cela. But Je suis désolé de l'avoir mal jugé. Mais c'est une indication de ce dont nous parlions, que des personnes comme Tucker Carlson, qui ont été de fervents partisans de Donald Trump, des soutiens précoces, essentiels à son élection la première et la deuxième fois, des personnes comme Marjorie Taylor Greene, des personnes comme Joe Kent, se détournent de Donald Trump. Il est en train de perdre sa base. La partie de sa base qu'il perd, c'est la partie intellectuellement compétente. Il y a beaucoup de gens dans sa base qui sont, en gros, disons, ignorants. Ils ne suivent pas les enjeux, ils ne sont pas influencés par eux, ils sont apathiques. C'est un grand atout pour Donald Trump. Le fait que, vous savez, des personnes peu instruites le soutiennent. Il a dit qu'il aimait les gens peu instruits pour cette raison. Mais les personnes instruites parmi ses partisans sont en train de le quitter. But the educated among his supporters are leaving him. Hier, avant de conclure, Monsieur l'ambassadeur, hier, lors de la conférence de presse tenue par Daniel, il a mentionné quelque chose. Il a comparé Jésus à Gengis Khan. Cela provoque de nombreuses répercussions dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. Et voici ce qu'il a dit en comparant Jésus à Gengis Khan. Malheureusement et tristement, Jésus-Christ n'a aucun avantage sur Gengis Khan. Car si l'on est assez fort, assez impitoyable, assez puissant, le mal triomphera du bien. L'agression l'emportera sur la modération. Well, he's describing himself, of course. He's not a Eh bien, il se décrit lui-même, bien sûr. Ce n'est pas un chrétien. Je ne pense même pas que ce soit un juif. Je pense que c'est un opportuniste, avec des origines juives. C'est un sioniste, et les sionistes sont devenus la principale source de violation de la morale, du droit international et de la décence dans le monde actuel. Oui, il est capable de faire le mal, et il ne croit manifestement pas au message du Christ. C'est un but contre son camp. Pour reprendre une expression du football, an own goal in football terms.
Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Passez une excellente journée, Nima Al-Khorshid. Merci.